Belle.fr. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Eh bien, nous allons nous pencher évidemment sur notre président bien-aimé, notre conducteur, le soleil rouge de notre cœur, l'homme qui fait que la France va entrer dans le nouveau monde avec étincelle et de plein pied, Emmanuel Macron. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invité, Juan Branco, avocat, conseiller juridique de Julian Assange et de Wikileaks, auteur de ce livre « Contre Macron », c'est le nom du livre, publié aux éditions Divergence. Et même, personne n'est parfait, même normalien. Ce qui n'est pas quand même négligeable. Je préfère normalien à énarque, moi d'ailleurs, mais pour des tas de raisons qui sont les miennes. Non, je voudrais dire d'emblée d'abord que ce bouquin que j'avais abordé, j'avais entendu parler, mais je l'avais pas lu. Et d'ailleurs, Juan Branco vient de nous dire hors antenne qu'il a été écrit en juillet 2017 et il a rajouté des choses, on en parlera. C'est un des plus brillants et surtout d'un des plus lucides qu'on a écrit sur Emmanuel Macron, et Dieu sait si on a écrit des livres et des articles et des analyses sur Emmanuel Macron. Il est très lucide, il est en même temps extrêmement, effectivement, ravageur, mais surtout il est lucide parce qu'il montre quelque chose qui est un phénomène, je dois dire, assez unique, qui ne se retrouve ni chez Sarkozy, ni chez Hollande, ni d'ailleurs peut-être dans l'histoire de la Ve République, puisque la Ve République a instauré la monarchie présidentielle. Mais vous parlez d'Emmanuel Macron avec cette spécificité, et vous dites, Juan Branco, au fond, il a tout pris, c'est-à-dire que c'est une espèce d'éponge, je dirais presque une espèce de vide qui aspire et qui est au service de tous les influenceurs, de tous ces fabricants. C'est comme presque, je dirais, une voiture extrêmement, une Ferrari, mais qui n'a été fabriquée que pour un usage précis et par des gens très précis. Oui, alors en fait cet ouvrage, c'est la partie, quelque part, la critique de principe d'Emmanuel Macron, où j'essaie d'exposer ces éléments, et je vais publier bientôt une critique factuelle qui va donner les éléments tangibles, qui vont montrer... Oui, là c'est théorique. Enfin, là c'est un ouvrage très théorique et en même temps, je pense, très important à ce niveau-là, parce qu'il essaie de montrer justement comment en fait c'est une typologie du macronisme, et comment cet individu a fini par aspirer les désirs de beaucoup de personnes, et s'est retrouvé au moment de son élection, c'est-à-dire au moment où il fallait effectuer ce désir, c'est-à-dire le mettre en œuvre. À l'acter. Enfin, voilà. Il s'est retrouvé complètement désemparé parce qu'il ne savait pas par où commencer, parce qu'en fait, il avait aspiré les contradictions de dizaines, voire de centaines d'interlocuteurs, et quelque part du pays tout entier, sans jamais les résoudre. Et en fait, cette obsession qu'Emmanuel Macron a du dialogue, cette sorte de démocratie délibérative dont il parle, il y avait un article du Monde hier qui était très intéressant, où la journaliste a passé du temps avec lui au Caire, et il disait, ma solution, ça va être une démocratie délibérative. Et alors la journaliste, qui est la journaliste du Monde, qui est quand même pas très critique du macronisme, dit, on voit pas trop ce qu'il veut dire. Et l'article se finit d'ailleurs en disant, d'une citation de Macron qui dit, si j'avais la solution, je l'aurais déjà exposée. Et donc on voit bien en fait que... Donc c'est le grand débat, lui, permanent. Mais c'est le grand débat parce que vous voyez, quand vous êtes pris dans la séduction de milliers, centaines de milliers, millions de personnes dans le cadre de l'élection, mais aussi dans le petit cercle qu'il a constitué d'intérêts divergents qui ont cru trouver la solution en vous, évidemment, vous ne pouvez pas résoudre. Il n'y a pas une solution qui complaise à tout le monde, parce que, en fait, c'est le problème de Macron. Macron se dirige à l'horizontale aux personnes, c'est-à-dire qu'il va essayer de répondre à leurs désirs interindividuellement. Donc, il répond au désir de l'un, puis au désir de l'autre, puis au désir de l'autre. On le voit dans sa façon de faire de la politique. Mais ça s'appelle du marketing, ça. Mais c'est presque... Non, parce que le marketing, en fait, va avoir un rapport à la masse. Alors que là, en fait, il va... Vous voyez, Macron m'a raconté cette anecdote. Segmenté, un marketing segmenté. Oui, à l'individu, quoi. C'est-à-dire vraiment à chaque individu. Alors, quand c'est les individus qui représentent des intérêts, très bien, mais lui, il va vraiment... C'est-à-dire qu'on m'a raconté cette anecdote de quelqu'un qui l'arrêtait alors qu'il sortait de la rotonde, un taxi qui commence à lui dire « Vous êtes un salaud, je sais pas quoi ». Macron s'est arrêté et a pris 3 quarts d'heure pour discuter avec lui, parce qu'il ne supportait pas l'idée que quelqu'un ne l'aime pas ou ne soit pas d'accord avec lui. Et il a pris 3 quarts d'heure pour essayer de le convaincre qu'il avait raison.
Et cette obsession de convaincre qu'il a raison, que ce qu'il fait est bien, c'est une constante dans l'exercice du pouvoir macronien, mais il semblerait qu'il veut le répéter avec chaque individu auquel il est confronté, sans à aucun moment en fait s'adresser à un commun, à un ensemble. Oui, mais Juan Branco, en même temps, vous dites que c'est pas par humanité qu'il fait ça. Mais non, bien sûr que non. C'est un rapport de narcissisme en fait. Il y a un vrai rapport. Et je veux pas rentrer dans les psychologisations. C'est pas du tout ce que je fais dans l'ouvrage. Bouquin, mais cette idée vraiment d'être toujours dans ce rapport de séduction est très important parce qu'il arrive pas à sortir du rapport interindividuel et du coup de sa propre individualité. Et c'est là où en fait on voit quelque chose qui se reflète dans son parcours. Cet homme à aucun moment de sa vie n'a sacrifié quoi que ce soit pour l'autre. Si vous regardez chaque étape du parcours de sa vie... Il n'a pas pris de risque non plus. Il n'a non seulement pas pris de risque, mais à chaque fois, en fait, il n'a visé qu'une chose, c'est l'intégration à des systèmes existants, notamment par les concours. Il avait quand même passé 5 années successives de sa vie à passer des concours. On a toujours dit qu'il était très brillant. En fait, c'était relativement laborieux. C'est pas question de le juger au niveau du talent, mais par contre, au niveau de cette chose qui finit par devenir quasi obsessionnelle... C'est-à-dire intégrer au système, l'intégrer... Et après, dans une deuxième phase, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de rentabiliser cet investissement. C'est-à-dire qu'il va utiliser ce qu'il tire des réseaux que l'État lui offre, sauf que l'État lui offre ces réseaux au sein de l'inspection des finances. Pourquoi ? Pour qu'il les mette au service du bien commun. C'est-à-dire pour qu'il réussisse à partir de là à investir cette énergie qui a été mise en lui à travers la République, à travers les grandes institutions. Et il va en fait tirer ça, partir dans le privé, dans la banque Rothschild, où il va, à partir de ces réseaux-là, de cette force que lui a donné l'État, il n'existe qu'à travers ça, il le dit lui-même, il va en fait s'enrichir et gagner de l'argent pour lui, et non pour la collectivité, en faisant des deals avec la banque d'affaires, c'est-à-dire en nourrissant des actionnaires in fine et les banquiers, et non en fait les salariés, les citoyens qui derrière en fait voient prélever les millions d'euros que M. Macron a gagnés pour les redistribuer ailleurs. On pourrait penser que c'est anecdotique. Ça le regarde à ce moment-là, en tant qu'homme d'affaires. Oui, sauf qu'en fait tout le parcours va se constituer dans cette forme-là. Et Christian Eckert, dans un livre qu'il a écrit, l'ancien secrétaire d'État au budget chez Hollande, qui a travaillé donc à Bercy en même temps que Macron, raconte à quel point, en fait, à chaque interaction qu'il avait avec M. Macron, sa seule obsession, c'était quoi ? C'était comment, il disait que c'était libéralisé, mais dans les faits, privatisé. Les privatisations d'aéroports de Paris, de la Française des Jeux, etc., étaient déjà proposées sous le quinquennat de Hollande et ne sont intervenues que parce que des personnes comme Eckert ont mis leur démission en jeu pour bloquer les velléités de M. Macron. Donc il y a déjà... Et pourquoi est-ce que M. Macron fait ça ? Il n'a pas forcément envie de tout privatiser, mais il sait très bien que s'il donne des gages de cet ordre-là, à ce que moi j'appellerais une forme d'oligarchie parisienne, un entre-soi dans lequel il y a un mélange d'intérêts financiers, politiques, où les grandes fortunes se font grâce à l'aide de l'État. Le capitalisme de connivence. Voilà, c'est ça. Une sorte de capitalisme d'État très français, dans lequel en fait des fortunes comme celle de Bernard Arnault se constituent des années 80 grâce à l'appui de l'État et d'un certain Laurent Fabius, etc. Et donc lui va s'insérer là-dedans et il va faire quelque chose que je considère comme extrêmement grave. Il va brûler du capital d'État. C'est-à-dire qu'il va se faire monter et être propulsé par ces élites en se proposant comme un intermédiaire entre la fortune de l'État, c'est-à-dire de la population, et leur fortune à eux, en disant, voilà, je vais vous aider à privatiser telle ou telle entreprise, en tout cas, je vais pousser dans cette voie-là, je vais faire le CICE, c'est lui quand même qui conçoit le CICE avec Alexis Collère, qui est à l'époque directeur de cabinet de Pierre Moscovici à Bercy, et qui devient le secrétaire général de M. Macron lorsqu'il est élu. Et donc, il va se proposer comme ça, il va offrir ses services à cette petite élite qui, par cooptation, décide quand même une grande partie de la vie politique de ce pays, permet d'être mise en avant dans les journaux, parce qu'ils sont propriétaires de 90% de la presse écrite, vous permettent parfois d'être invité aux 20h de TF1, même si des vous allez vers privées, des radios. Voilà. Et donc en fait, il va y avoir une sorte d'entre-soi qui va se constituer, et comme tous les candidats du système vont s'effondrer les uns après les autres, de Sarkozy à Fillon, en passant par Juppé, Hollande, Valls et compagnie, eh bien il va y avoir un moment ce candidat de substitution qui va émerger, parce qu'il aura... En fait, il se sera mis en avant, il sera monté grâce justement à cette proposition de pillage relative, il ne s'agit pas de tout privatiser, mais quand même en montrant, voilà, grâce à moi, vous allez pouvoir renforcer votre position. Et ce que je raconte en fait dans le deuxième ouvrage qui s'appelle Crépuscule, qui va paraître, mais qui complémente ça, c'est comment, en effet, il y a une vraie machine médiatique qui s'est mise en œuvre. Alors on en parle beaucoup, il y a beaucoup de complotisme sur les médias, etc. Là, j'essaie vraiment de détailler très précisément, en fait, comment... Avec des exemples. Voilà, comment Xavier Niel, Bernard Arnault et quelqu'un avec l'entremise de deux personnes qui s'appellent Ramzi Kiroun et Mimi Marchand ont réussi à propulser... Mimi Marchand pour le People.
pour le people, Ramsey qui 29 roule unes de la Paris Match en quelques mois quand même, c'est-à-dire qu'on a une première phase de cooptation au sein des élites parisiennes, de l'oligarchie financière et politique, avec Jean-Pierre Jouyet, etc. Et il va y avoir une deuxième phase qui va arriver, qui va être celle, en fait, c'est très bien, mais de faire une propulsion au sein des élites, mais quand même, on reste dans une forme de simili-démocratie, donc il faut bien que quelque part, à un moment ou à un autre, le peuple intervienne. Et donc on propulse M. Macron dans l'espace médiatique de façon très véhémente. Et comment est-ce qu'on peut propulser en quelques mois quelqu'un dans l'espace médiatique ? C'est le papier glacé, c'est la presse people, c'est la seule façon de court-circuiter ces parcours politiques qui mettent 40 ans pour se faire connaître, qui labourent le terrain, etc. Et puis il n'a jamais fait de politique, il n'a jamais été élu, etc. Donc là, il faut le propulser, quoi. Il faut vraiment aller très vite. Et donc, on enchaîne les unes de façon vraiment en matraquage en quelques mois. Sauf que cette notoriété, c'est une notoriété de papier glacé, c'est-à-dire que c'est une notoriété qui se brise tout aussi facilement que celle d'une star de télé-réalité. Et ce à quoi on est en train d'assister, c'est à l'effondrement subi, et ça sidère beaucoup de personnes, mais en fait, c'était très compréhensible. Quand vous aimez quelqu'un à travers une de Paris Match, parce qu'il vous semble, avec sa femme très amoureux, etc., la semaine d'après, vous pouvez le haïr avec la même facilité. Il n'y a aucune assise réelle électorale de monsieur Macron. Mais vous dites dans votre livre quelque chose de très intéressant, et à la lumière de ce qui se passe depuis 2 mois, vous dites que effectivement, il est quand même, cette espèce de parti de destruction peut se transformer en rage, et en rage de destruction, non pas d'autodestruction, mais il peut devenir enragé quand il voit que les gens ne l'aiment pas. Bien sûr. Ça peut aller à là. Et en fait, moi je pense que j'analyserais ça plus froidement encore qu'en termes de sentiments. C'est-à-dire, moi je pense qu'il y a une verticale autoritaire dans le pouvoir de Macron qui est inscrite dans la façon dont il a été propulsé dans l'espace public. C'est-à-dire que, moi, c'est pour ça que c'est important aussi de signifier que ce livre a été écrit en juillet 2017. C'est à ce moment-là que je préviens des menaces d'une dérive autoritaire de ce pays. Oui, c'est intéressant, vous l'écriviez 2 mois après son élection, 3 mois après son élection. Avec la façon dont il a été propulsé, justement, dans ces espaces, en fait, il y a un manque de légitimité et d'assises démocratiques qui va faire que la seule façon de gouverner va être par l'imposition. Et très rapidement, il va créer une mise en tension très forte avec le peuple. C'est ce qui est en train de se passer. Mais il l'a voulu ou pas ? Ou c'est non, je pense c'est la logique. Et c'est là où moi je suis assez pessimiste pour ce qui va venir. Ouais. C'est-à-dire que c'est la façon dont il est arrivé au pouvoir qui provoque ça. C'est-à-dire que ses intentions ne comptent pas. Il y a une deuxième partie qui est évidemment une sorte de comportement de classe extrêmement arrogant qu'on voit avec les petits saillies qui alimentent la haine, qui alimentent la détestation de ce personnage. Mais il y a derrière, en fait, fondamentalement, une incapacité à exercer le pouvoir de façon démocratique parce qu'il a été projeté de façon très autoritaire. Et c'est là où, en fait, j'en arrive à dire mon inquiétude par rapport à une dérive qui pourrait être fascisante ou néo-fascisante. Et beaucoup des images de ce que l'on voit ces derniers jours vont quand même en ce sens, et je sais très bien que c'est très difficile dans un espace qui a longtemps été démocratique. On commence à bloquer les choses. Moi je dirais autoritaire déjà, c'est pas mal. Mais voyez quand même, quand M. Macron dit il y a ceux qui sont quelque chose et ceux qui sont rien, il faut quand même analyser ce terme parce qu'il y a une volonté de dégradation de l'essence d'une partie de la population. Et ça, c'est une pratique qui est fascisante. Quand vous cherchez à réduire l'autre, à réduire son humanité, vous êtes dès à présent dans une volonté en fait d'écrasement qui n'est plus démocratique. Juste, Marco, comment vous expliquez, vous, alors, que les oligarques, disons l'oligarchie, la hiérarchie, le tout État français, aient été à ce point séduits par Macron? Je pense que en même temps que propose Macron, et avant d'être une proposition politique, une proposition qui s'adresse à ses élites. C'est-à-dire qu'elle permet d'éviter les inconvenances de l'alternance. C'est-à-dire que jusqu'ici, quand vous étiez dans l'élite parisienne, que vous soyez des grands corps de l'État ou de la partie financière, en fait, il fallait vous allier à un camp. Et tous les 5 ans, 7 ans, en gros, il y avait un basculement. Et si vous avez choisi le mauvais camp, eh bien, vous perdiez quand même une grande partie de votre position et de votre assise. En même temps de M. Macron, qui est inspiré de quelque chose que Sarkozy commence à inaugurer avec son ouverture et qui va être incarné par un des piliers de la Macronie, quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Jouyet, qui est un très proche de François Hollande, qui va devenir ministre de Sarkozy après avoir été directeur du Trésor, etc. Et qui surtout devient après justement le principal soutien et propulseur de Macron au sein de ses élites. C'est en même temps vise à proposer à ces individus une fin de cette alternance et de ce coup d'opportunité qui consistait à parle à tout le monde, je suis le système, je vais l'intégrer. Et du coup, je vous intègre tous et du coup, vos intérêts seront servis. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, on oublie une petite variable dans ce système, c'est le peuple. Et c'est le peuple, à un moment, qui, à force de ne pas se sentir représenté, eh bien, va être révulsé et va réagir de façon violente pour retrouver sa souveraineté. Les Gilets jaunes, c'est ça. C'est un moment de dire, écoutez, là, vous êtes, monsieur Griveaux, depuis votre porte-parole du gouvernement, vous nous dites qu'on fume des gitanes, qu'on consomme du diesel, vous avez un mépris systématique sur vous. Votre pouvoir vient de nous.
ces richesses qui sont accumulées au sein de Paris viennent de gens qui au quotidien travaillent pour payer leurs impôts, pour payer leurs taxes, et à un moment de dire... Qui ne savent pas comment finir le mois. Ça aussi. suffit, c'est-à-dire qu'il y a le prétexte que vous nous dirigiez, vous avez peut-être plus de compétences que nous, tout ce que vous voudrez, mais jusqu'à une certaine limite. Et cette limite a été largement dépassée. Et donc je pense qu'il y a une réaction en fait qui est très intelligente politiquement de la part des Gilets jaunes, qui ont compris qu'il y avait un excès qui était en train de se mettre en œuvre et qu'il fallait le limiter. Je veux dire quand même un mot sur le fait qu'on a l'impression en m'écoutant peut-être, parce qu'évidemment il y a une simplification d'un texte qui est écrit de façon... On pourrait dire, c'est soit un gauchiste, soit quelqu'un qui est dans une sorte de... Non, j'essaie vraiment de montrer de façon très détaillée et fondée en fait comment ça s'est... Et pourquoi je le fais ? Parce que j'ai vécu de l'intérieur ces mondes-là. C'est-à-dire que j'ai été en cabinet, mais surtout, on m'a essayé de me recruter auprès de Macron à l'Élysée en 2013. Je connais très bien les réseaux qui l'ont propulsé parce que je les connais personnellement. C'est des gens que j'ai fréquentés. C'est des gens que j'ai fréquentés et que j'ai vu peu à peu être attirés. Ouais. C'est ça. Et ça, c'est très important à signifier parce que de l'extérieur, on peut toujours plaquer des grilles d'analyse. Moi, au contraire, ça part d'une expérience, d'une expérience empirique, et à partir de là, je monte en généralité, parce que je vois de Xavier Niel à Jean-Pierre Jouyet, en passant par Laurent Bigorgne, etc. C'est des gens que j'ai fréquentés et qui j'ai déjeuné, qui m'ont raconté, Xavier Niel qui me raconte en janvier 2014 que Macron va devenir président de la République. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que, et donc à partir de là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? J'avais 23 ans à l'époque, j'avais pas encore tous les outils en main, pour analyser et savoir quels étaient les vecteurs d'influence. Et à partir de là, j'ai commencé à enquêter, et ça a donné ces deux ouvrages, dont celui dont vous parlez. Écoutez, vous aurez compris que Juan Branco est contre Macron, mais pas tout contre. Merci à vous en tout cas, Juan Branco. Je rappelle que vous êtes avocat, vous êtes conseiller juridique de Julian Assange et de Wikileaks, et que tous ceux qui vous ont écouté peuvent se procurer votre livre. Ça s'appelle Contre Macron, c'est publié aux éditions Divergence. Merci à vous, André Berkoff, également. On vous retrouve demain en direct à midi sur Sud Radio dans tous vos états. Tous ceux qui veulent réécouter cette émission peuvent se rendre sur sudradio.fr pour se procurer le podcast. La journée continue quant à elle sur Sud Radio, évidemment, puisque dans quelques instants, vous retrouvez en compagnie de Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Aujourd'hui, l'invité de Jacques Pessis, c'est une danseuse, Andrea Bescon. Excellente journée à vous sur Sud Radio.